Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, Mercedes Robert, je suis coordonnatrice de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. On va raccourcir ça pour la suite, on va parler de la table. C'est évidemment, ça peut vouloir dire bien des choses selon les milieux, mais dans le contexte ici, on va comprendre, on va se comprendre. Je suis accompagnée par ma collègue, Jacinthe. Bonjour, bonjour, Jacinthe Messier. Je suis responsable des communications et de la mobilisation à la table. Fait que les doigts qui se cachent derrière info et les infolettres, souvent, euh, voilà, ça vient de moi. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, c'est l'une de celles qu'on organise où on invite les organisations non membres de la table et qui font partie de ce qu'on appelle l'enveloppe nationale, c'est-à-dire les organisations qui reçoivent leur financement PESOC de la Direction nationale à Québec et non pas d'un CIUS d'une région en particulier. Donc, dans notre langage courant, on a tendance à appeler ça les nationaux, ce qui est pas une bonne définition pour les centres d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Je donc Sylvie Ouellette est là justement, parce que, dans l'enveloppe nationale, il y a, le financement accordé aux organismes nationaux de services, aux regroupements provinciaux et aux centres d'aide et d'accompagnement aux plaintes pour assurer leur autonomie face aux instances régionales, les CIS et les CIUS. Mais, je on a le mauvais pli d'appeler ça les nationaux. Alors désolée Sylvie, mais on sait que vous êtes là, mais on a pris des mauvais plis de langage. Puis l'enveloppe nationale, ça demeure vrai. 160, je crois, organisations font partie de cette enveloppe-là. J'ai toujours un petit doute parce que, bon, mais il y a chaque année, il y a quelquefois des ajouts, très peu, ceci dit, mais puis ça bouge un tout petit peu. Qui parmi vous a déjà assisté à une de ces rencontres-là de mise à niveau d'information générale pour que j'ajuste mon niveau de détail? En levant la main, vous avez déjà participé? Ah bon, ben, donc dans le fond, vous n'avez pas besoin de toute la présentation de la table, mais les nouvelles, hein? Oh, c'est parfait. Patricia Lemery et Sylvain Fredette, j'ai pas vu. Sylvain Fredette, avez-vous levé votre main pour, là-dessus? Oui? Vous avez donc participé déjà et Patricia Lemery, je n'ai pas votre image, donc j'ai pas vu votre réponse et du si vous pouvez ouvrir votre caméra temporairement ou alors, lever la main. Bon, ben, on va continuer, puis si jamais des personnes rentrent et ont besoin d'une, d'informations plus sur, qui est la table, d'où elle vient, heu, je pourrais faire un petit recul. Je vais quand même présenter à l'écran un PowerPoint avec qui va vous montrer que vous pourrez obtenir par la suite, qui va contenir toutes ces informations-là de qui est la table, mais on va les passer très, très, très vite puisque, vous nous connaissez déjà. Donc, je vais partager l'écran. Voilà, c'est visible? Parfait. Donc, la table existe, on va célébrer officiellement ses 30 ans cette année, mais on existait avant même d'avoir une charte, donc dès le milieu des années 80. Donc simplement vous aurez quelques détails ici, mais c'est quand même important de dire que la table réunit 49 regroupements provinciaux, dont la moitié sont membres depuis les tout débuts. Voici notre photo de famille avec, tous les logos des regroupements provinciaux. Heu, Bien sûr, il se peut que vous soyez membre d'un de ces regroupements-là. Par exemple, les CAP sont membres de la Fédération des CAP et il se peut aussi que d'autres regroupements, soient membres, par exemple, parce qu'il y a des regroupements provinciaux qui intègrent aussi des organisations nationales dans leurs membres. Ça, c'est possible. Bon, je passe, rapidement sur tous les éléments qui sont, tous les dossiers, je dirais, qui sont touchés par les membres de la table. Vous avez les membres de son comité exécutif. Ici, nos coordonnées, vous aurez tout ça.
quand même une petite précision, il y a 2 interlocutrices au ministère de la Santé, la table, et la coalition des tables régionales, qui est formée, de 14 tables régionales. Il y a 2 tables régionales qui ne sont pas membres de la coalition des TROC, mais la CETROC est l'interlocutrice. Donc on va utiliser le terme CETROC régulièrement. On va parler beaucoup de financement aujourd'hui, mais la table, ce n'est vraiment pas que ça. On se préoccupe, de l'autonomie des groupes en général. On se préoccupe de, la protection du filet social. On se bat contre la privatisation du système de santé. On se pré on se bat pour le respect des droits, le droit d'association, le droit à la santé, et tous les droits. Donc, c'est, des préoccupation très, très large. Est-ce que, vous avez, dans les informations, je vais passer rapidement sur les informations historiques sur, où on en est, quelle est l'histoire du programme du PESOC et des programmes en général, mais et des relations entre l'État et les groupes communautaires par le biais du financement. Mais, heu en 2022, il y a eu un plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire qui été conçu pour l'ensemble du mouvement de l'action communautaire, incluant ceux du domaine de la santé et des services sociaux. Puis, parenthèse, on dit souvent qu'il y a environ 4000, on dit maintenant qu'il y a 4500 organismes d'action communautaire autonome au Québec. Et là-dedans, il y en a 3000 ou à peu près qui sont du domaine de la santé et services sociaux, donc au programme PESOC, ce qui veut dire qu'on est le domaine le plus gros, euh, je dis nombreux, c'est pas le bon mot. On est Volumineux, volumineux, merci, j'avais juste gros en tête. Le plus représenté. volumineux du domaine du mouvement de l'action communautaire autonome, en étant donc les 2 tiers environ. Donc, c'est pour ça qu'on se préoccupe aussi beaucoup du mouvement de l'action communautaire autonome. Euh, on est en 2025, mais on va parler aujourd'hui de documents qui vont servir à l'administration du PESOC pour les prochaines années, mais ce sont évidemment pas les premiers documents qui spécifiaient la gestion du PESOC, et il y en avait déjà d'autres, déjà plusieurs. L'étape dans laquelle on est, est-ce que tout le monde est au courant qu'on est vers une transition vers un PSOC avec 8 critères de l'action communautaire autonome? Bon, alors, ce sont les 8 critères. Vous voyez quand même ici un peu la répartition là, tiens, on va corriger notre diapo, c'est plutôt 4500 groupes d'action communautaire autonome dans un grand, grand ensemble d'organisations sans but lucratif, bien sûr. L'action communautaire autonome, ben, c'est ce qui, fait, c'est ce qui la forme, ça prend différentes formes, bien entendu, mais c'est toujours une action de citoyens et citoyennes qui s'organisent pour faire face à une problématique sociale, en s'associant, en s'organisant et en agissant sur son milieu. Vous faites ça de différentes manières, sur différents sujets, dans les organisations, où vous êtes. Heu, les organismes d'ACA sont créés et administrés par les gens des communautés, et nos actions sont indépendantes des réseaux publics. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lien avec le public, ni qu'on n'est pas financé par du public, mais nos actions, ce sont les nôtres. Ce ne sont pas, on n'est pas des succursales de l'État. Et puis, une action qui a une visée de transformation sociale, ben, qu'est-ce que ça vise? Ça vise la justice sociale, le progrès social. Donc, l'amélioration des conditions de vie, la défense des droits, combattre les discriminations, les injustices. Être un lieu de participation citoyenne, c'est une manière de transformer la société. Euh, Notamment parce que ça donne une voix, à des personnes qui peuvent être exclues du débat public, mais uniquement pour la valeur démocratique que ça représente. Puis bien sûr, contribuer à l'amélioration des lois et des politiques publiques. Contribuer, ou je dirais, tenter de contribuer. Parce que contribuer, c'est déjà prendre pour acquis qu'on qu'on,
qu'on influence les pouvoirs publics, ce qu'on essaie de faire. Heu, les OCAS, donc ça, c'est le petit résumé, le petit long cours pour les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux. On vous inclut là-dedans quand on parle des OCAS. Heu, il y a une fierté de participer à l'amélioration de la société. Et c'est aussi parce que les OCAS voient la santé de manière large. On parle des déterminants sociaux de la santé. On, on parle souvent du par, pour, avec. On parle des groupes, les groupes s'allient aux mouvements sociaux généralement pour participer à des campagnes, à des semaines nationales de différents enjeux, à des tables de concertation. Donc, selon vos champs d'intérêt, ça prend des formes différentes, bien entendu. Bon, puis on arrive dans le PSOC. Ça fait longtemps qu'on travaille à ce que nous, on appelle l'harmonisation du PSOC. Vous vous en rendez moins compte parce que vous êtes soit dans l'enveloppe nationale, mais le PSOC, il est partiellement régionalisé et partiellement harmonisé. Ça veut dire que si vous avez des groupes membres qui sont financés par des CIUS, vous pouvez voir que leur financement est variable en montant, parfois en règles, au niveau des règles administratives, parce que dans chaque CIUS, il peut y avoir des règles d'administration du PSOC différents. Alors, à la table, nous, on travaille fort pour qu'il y ait un seul PSOC et non pas 17 différents, mais qu'il y ait une harmonisation pour l'équité des organisations. Alors, je passe vite sur les éléments d'histoire, vous les verrez. Vous avez peut-être vu ce document-ci qui était en vigueur en 2020, mais qui ne l'est plus en vigueur. Il a été remplacé en 2023. Je vous le montre pour pouvoir le reconnaître, tout simplement. Mais c'est un document qui a été un jalon important dans le processus d'harmonisation administrative parce que pour la première fois, il précisait des éléments qui se faisaient, mais qui n'étaient pas écrits nulle part. Comment, c'est quoi pas les délais, mais c'est quoi les procédures pour les formulaires, pour les, euh, les balises de reddition de compte étaient bien définies, mais tout ce qui était autour ne l'était pas. Et ça nous a permis de faire écrire noir sur blanc des éléments qu'on avait gagnés, convenus d'harmonisation. Par exemple, on avait pu inclure dans ce document-là que toutes les subventions étaient indexées. Il n'était pas parfait, mais c'était un point important qui rassemblait tout ce qui était harmonisé, donc de portée nationale. On devait continuer à le perfectionner, mais à la place, c'est pas ça qui est arrivé. En 2023, on s'est retrouvé devant un nouveau document qui remplace le cadre normatif et qui s'appelle le cadre de gestion. Pardon, c'est le contraire, c'est le contraire. Donc, le cadre de gestion est remplacé par le cadre normatif. C'est typique, là. On fait toujours cette erreur-là. Donc, en 23-27, le cadre normatif 23-27, pardon, ça c'est sa portée, est en vigueur et il contient les balises, ça c'est la première fois que ça arrive, le cadre de gestion ne parlait que du PSOC mission globale. Mais le PSOC, ce n'est pas que le financement de mission globale, il y a aussi le financement par projet et deux sortes de formes d'entente pour des activités spécifiques. Donc, il n'y avait pas de document où c'était rassemblé. Bon, c'est une bonne chose de les avoir rassemblés tout au même endroit, sauf qu'il y a des contenus dans le document qu'on n'apprécie pas, mais au niveau de l'assemblage d'informations pour la transparence, ça, c'est quand même une chose importante. Donc, les 3 volets du PSOC sont inclus dans le document du cadre normatif. Puis, il y a une petite question, un petit feuillet questions-réponses qui a été publié par le ministère sur le site. Là, avec le fichier, vous allez avoir le lien vers le lien web vers la page. Tous ces documents-là, puis évidemment,
le cadre de gestion remplaçait aussi, mais tout ça, ça remplace l'ancienne brochure PESOC. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. À chaque année, on avait l'année qui changeait, puis la couverture qui changeait, mais il y avait juste PESOC écrit dessus. Ça remplace aussi le cadre de reddition de compte qui avait une couverture bleue, qui ne parlait et qui a été adopté en 2008. Tout son contenu a été complètement intégré à l'intérieur du cadre normatif. Normatif parce que c'est un document qui, il appelle ça la norme de programme. Ça, c'est du vocabulaire administratif d'État. La norme de programme, c'est ce que chaque ministère qui a un programme de financement doit déposer et faire entériner par le secrétariat au Conseil du Trésor. La norme de programme, d'où son nom, cadre normatif. Son contenu, il ne nous plaît pas à tous égards, parce qu'il a remis en question des consensus sur des éléments qu'on a toujours considérés comme étant harmonisés, donc appliqués partout, en ouvrant la porte à toutes sortes de petites mentions de tout renseignement jugé nécessaire, en ajoutant des documents, des critères en disant notamment, ça ouvre la porte à des variantes. Ce qu'on a perdu, c'est l'affirmation, l'engagement donc, que le PSOC Mission Globale était indexé annuellement. Cette affirmation-là, vous la retrouvez encore dans votre convention et dans le formulaire que vous remplissez en janvier, février, mars de chaque année, mais on n'a pas réussi à le conserver dans le cadre normatif. C'est important de l'avoir écrit noir sur blanc. Mais là, on a des difficultés là-dessus. Et c'est le document qui est aussi décrit, ben, il est décrit pas en fait, mais il y a les 8 critères de l'action communautaire autonome qui sont nommés, mais qui ne sont pas vraiment décrits. Alors, de manière générale, nous, comptables, dans la période de transition dont je vais vous parler un petit peu plus, là, notre rôle, c'est ben, de s'assurer que le fonctionnement du PSOC respecte l'autonomie, que ça respecte les décisions démocratiques, les pratiques, les orientations des organisations. On va surveiller le bon déroulement de la période de transition qui n'est pas encore commencée. Et nous aussi, on surveille l'équité qui est de traitement de tout le monde. On veut aussi, bien sûr, notre rôle, c'est d'informer les groupes. Ce n'est pas nous qui administrons le PSOC. On est l'interlocutrice du ministère. On intervient auprès du ministère et maintenant auprès de Santé Québec le mieux possible pour défendre les intérêts des groupes, mais c'est toujours le ministère qui décide. Et on travaille énormément donc à ce que l'autonomie des OCAS soit toujours préservée, pour que, ce soit toujours les membres des groupes qui prennent des décisions dans les groupes, chez les groupes. Cette petite ligne du temps-là est plus tout à fait exacte, mais c'est quand même intéressant de la regarder. Alors, en 2001, je commence par la gauche. En noir, c'est des éléments du Conseil du Trésor. En bleu, des éléments du ministère de la Santé. Puis en rouge, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ça, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les rencontres précédentes. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est responsable d'appliquer la politique gouvernementale. Donc, celle qui a été adoptée en 2001 et le cadre de référence en 2004. Et c'est comme le ministère chargé de l'action communautaire. Mais chaque programme, chaque ministère gère son propre programme. Donc, c'est le ministère de la Santé qui est le responsable des décisions qui sont prises sur le PSOC. On a en bas de la ligne, vous avez 2023, donc la sortie du cadre normatif. On est supposé bientôt avoir une nouvelle convention triennale parce qu'elle a été reconduite plusieurs fois et il y a des modifications à y faire. Et ce qui s'en vient,
on ne sait pas encore, ça devait être en janvier 2025, mais la parution est reportée, un guide d'interprétation et d'application des 8 critères de l'action communautaire autonome. Parce que le ministère va appliquer 2 critères qui jusqu'à présent étaient un peu, qui étaient comme optionnels. Dans votre convention, ça disait que vous étiez encouragé à tendre vers la réalisation de 2 critères, avoir des pratiques citoyennes larges et avoir des pratiques viser la transformation sociale. Heu, ce qu'on a c'est une revendication du mouvement communautaire de faire en sorte que le programme PESOC à la mission globale soit dédié aux organisations d'action communautaire autonome. Ça, c'est une c'est un principe qui a été établi dès 2001, mais comme le PESOC existait déjà, le PESOC a été instauré en 73, ben, ça a pris, 25 ans à faire en sorte que le PESOC s'ajuste à la politique de 2001. C'est comme ça qu'on peut raccourcir cette histoire-ci. Et là, bien sûr, on est devant, ces temps-ci, la dualité du ministère de la Santé et de Santé Québec. C'est loin d'être simple, nos relations, parce qu'on ne sait pas trop avec qui on travaille, puis eux-mêmes n'ont pas l'air trop de savoir. On a eu une rencontre hier de ce qu'on appelle le groupe de travail sur l'amélioration. Non, même pas, c'est même pas ça son titre. Le groupe de travail sur le PSOC. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un titre a été créé avant que Santé Québec soit officiel, donc puis dans ce groupe-là, c'est la TAB et la CETROC qui sont l'interlocutrice du ministère. On était devant des fonctionnaires du ministère. Et c'est avec le ministère qu'on commençait à préparer la transition du PSOC. Donc, comment s'assurer que les 8 critères, mais comment les décrire, les 8 critères? Ils n'étaient pas décrits dans aucun document du ministère de la Santé. Ils étaient écrits dans les documents du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc de manière générique, je dirais, dans un cadre de référence, mais appliqués au domaine de la santé, au groupe financé au PSOC, c'était pas écrit. C'était écrit dans certains cadres régionaux, ceux qui sont utilisés pour l'administration du PSOC au niveau régional, mais là, ça pouvait varier d'une région à l'autre, la manière dont c'était mentionné. Donc, on a senti le besoin d'avoir un guide d'interprétation des critères à l'usage des fonctionnaires du ministère de la Santé, mais maintenant, avec la transition, avec l'instauration plutôt de Santé Québec, ben, c'est des fonctionnaires de Santé Québec. Parce que qu'on soit financé par le national ou par une région, les fonctionnaires qu'on rencontre pour l'administration du PSOC, ce sont maintenant des fonctionnaires de Santé Québec. Sauf que, la cloison entre les ministères et Santé Québec, c'est très poreux, c'est assez fou, mais ça fait plus d'1 an que c'est en place, puis ils sont toujours pas capables de nous répondre quand on leur demande qui fait quoi entre eux. Orientation devait être ministère, donc ministère et ministre clairement. Opération devait être Santé Québec. Opération, ça semble vouloir dire gestion, administration, hein? Opérationnalisation. Sauf que ce qu'on apprend, notamment ce qu'on a encore entendu hier, c'est que ben, à peu près tout va être transféré à Santé Québec, même ce qui, pour nous, est une décision d'orientation. J'ai parlé de la convention tantôt. Ben, la convention triennale, ça a été de longues Hem, négociations en 2013 pour arriver à une finale en 2015. On a même fait une campagne contre la première version, non à la convention PESOC, heu mais une fois qu'on l'a travaillé avec le ministère, ben, on a réussi à avoir quelque chose de convenable, mais il y avait des choses à continuer de travailler dedans, puis on est dû pour la revoir. C'est un document d'orientation, ça, une convention, c'est le contrat type que chaque organisation qui est financée, qui reçoit une subvention à la mission globale reçoit. Heu, c'est pas juste une démarche administrative d'aller chercher une nouvelle signature pour un document avec une nouvelle date. Ben ça, on s'est fait dire que la rédaction de la prochaine convention, ben, c'était Santé Québec qui s'en chargeait. Moi, j'en perds mon latin. Je comprends pas.
Mais bon, c'est là qu'on est, on est devant et eux-mêmes sont comme, encore tout le monde est débordé de leur côté, nous autres aussi, mais mais ça a moins de conséquences, j'ai l'impression. Heu, Ce qui fait qu'à chaque fois, à la rencontre d'hier, on leur a demandé à chaque fois qu'on leur demandait: «OK, on va faire des travaux, on veut-tu avoir un plan de travail? On veut-tu avoir un calendrier?» On n'est pas encore et là, ils nous répondaient toujours qu'ils n'étaient pas encore capables de nous le dire. Donc, aucune idée quand est-ce qu'on va être capable d'avoir une nouvelle convention. Heu, Tout ce qu'on sait par rapport au cadre, au guide d'interprétation des 8 critères de l'accord, c'est que ça, on l'a demandé de le mettre sur la glace parce que, notre base de rédaction du guide d'interprétation, c'est, le cadre de référence qui a été établi en 2004 au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc le document générique que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va, facile, c'est facile à situer. Sauf que ce document-là est en révision et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc on se retrouvait à travailler, à pas savoir, à jamais savoir si on devait se baser sur la version 2004 du document, qu'on sait qui sera plus bonne en janvier, avec des brouillons des choses qu'on peut imaginer, ce que deviendra peut-être la nouvelle version du cadre de référence qu'on appelle le CRAC, C-R-A-C, le cadre de référence en action communautaire. Donc, flou sur quelle est la base documentaire. On a mis ça en stand-by, sauf que là, il faut pouvoir relancer ces travaux-là avant d'être rendu à minuit moins 5. Incapable, de la part ni du ministère, ni de Santé Québec, de leur faire dire à quel moment ils pensent qu'on va pouvoir se re-rencontrer là-dessus. Alors, je vais passer rapidement sur les planches suivantes parce que c'est des informations, qui sont, moins de l'ordre de la mise à jour, quoique peut-être ça dépend quand est-ce que vous avez participé à la dernière rencontre. Mais, on a mis à jour, nos on ça c'est une on a mis à jour les données qu'on recueille sur le financement accordé. Donc, vous avez par exemple, et ça c'est les données de 23-24, donc de l'année terminée passée. On va bientôt avoir les données de 24-25. Mais ça montre qu'au niveau des moyennes, et des écarts entre les régions, c'est très, très variable et on fait 2 calculs. Les calculs des moyennes, de subventions moyennes de tous les OCAS versus les subventions en excluant les subventions qui sont supérieures à 500 000. Pour les groupes de base, ça fait une différence. Par exemple, les organisations toutes les maisons d'hébergement 24/7. C'est des infrastructures drôlement différentes parce qu'à cause qu'ils sont 365 et 24/7 quand même. Donc, on les exclut pour faire avoir une moyenne qui est plus correcte pour l'ensemble des groupes. Donc, mais vous voyez là-dessus qu'au niveau des nationaux, de l'enveloppe nationale, heu, on a la subvention moyenne la plus basse. Si qu'on exclut d'ailleurs ou pas, les 500 000, 140, non pardon, juste pour, tous les OCAS, 205 000, c'est si on calcule toute, toute l'ensemble de l'enveloppe, une subvention moyenne la plus basse de 205 000, ce qui est, heu, insuffisant, bien entendu, pour des organisations comme les nôtres. Je vais passer rapidement là-dessus, ça vous touche point parce que c'est des variantes régionales et la coche et les OCAS, on l'a nommé je les ai nommés tout à l'heure, les deux critères, caractéristiques de l'action communautaire autonome qui vont être appliqués. Heu, on a démarré, un projet qui s'appelle l'ACOCHE et les OCAS et très, très bientôt, vous recevrez des outils, qui vont, vous soutenir dans cette transition-là. Heu, on a, la transition, n'est pas débutée, ça pourrait débuter au 1er avril 2026, mais on n'en est pas encore là. Heu
c'est une bonne chose que le PSOC se migre vers un programme avec les 8 critères de l'action communautaire et on pense que la plupart des organisations vont avoir besoin de soutien pour mettre en valeur des choses qu'elles font déjà. Ou alors que des groupes vont décider que ben, c'est pas leur manière de faire et vont, faire le choix, de, ne pas, migrer, elles, vers les 8 critères et on sait que le ministère va créer un autre programme de financement pour les organisations qui vont répondre donc à 4 critères plutôt qu'à 8. On n'a pas encore de détails là-dessus, mais on travaille à ce que ce nouveau véhicule-là de financement soit respectueux aussi de l'autonomie, soit aussi respectueux des pratiques des groupes, puis qu'il soit efficace et utile pour les organisations qui en auront qui les choisiront ou qui seront déplacées, vers ce programme-là. Donc, vous avez le lien en bas, il y a plus les out il commence à y avoir des outils, pour la tâche et les OCAS, mais ça s'en vient vraiment là, dans un mois à peu près, Jacinthe? À peu près. Ouais, Gardez un œil sur les réseaux sociaux puis sur vos courriels. C'est sûr que ça va être annoncé en grand, là. On a très hâte. Fait que- ouais. Alors, les objectifs du projet, je vous laisse là-dessus. Je vais passer rapidement, mais vous avez des informations sur d'autres campagnes avec qui on est alliés et sur d'autres sujets. On travaille aussi beaucoup, pour la protection de l'autonomie et du droit et la défense du droit d'association, notamment, au niveau du dossier sur le lobbyisme. Puis il y a une déclaration en cours que je vous invite à aller signer. Lobby halte au dérapage. Il y a déjà plus de 2000 signataires, dont 300 organisations qui ont signé cette déclaration-là, qui vise à contrôler la recherche de profit par le registre du lobbyisme et tout en garantissant le droit d'association. La campagne cash, elle est nécessaire pour votre financement autant que pour celui des 3000 groupes à travers le Québec. Euh, Ça fait depuis elle a été, initiée en 2017 et vous avez évidemment la courbe du financement ne dépend pas que de nous, mais ça quand même, on espère y avoir un peu contribué. L'enveloppe de 23-24 du PSOC Mission Globale, c'était 872 millions de dollars. Les 3 revendications de la campagne cash, l'indexation, l'équité et bien sûr le rehaussement. Puis tiens, Jacinthe, je te laisserai présenter cette planche-là qui est ton œuvre. Ouais. En fait, si je peux même me permettre, là, je reviendrai 2 diapos plus tôt sur le Mmh. petit graphique Oui, parce que on sent hein, la période électorale approcher. L'année prochaine, tranquillement, on sent on entend le gouvernement et surtout le ministre responsable du PSOC, M. Carman, en parler de plus en plus et se vanter d'avoir, bon, rehaussé à chaque année le PSOC, d'avoir donc doublé le montant qui est investi au PSOC depuis son arrivée. Comme vous voyez, hein, avec le graphique, on ne peut pas le dire qu'il y a 100% tort parce que le PSOC est, depuis belle lurette, chroniquement sous-financé. Mais rappelez-vous que les 2 dernières années, ce ne sont que 10 millions de dollars qui ont été annoncés et on découvre que ce ne sont que 9 millions qui ont été versés en mission globale. Donc, la courbe stagne un peu, si je peux dire. Là, on plafonne et on travaille très fort pour contrer ça et pour rappeler à M. le ministre que ben, pour faire une vraie différence sur le terrain, c'est par la mission globale de tous les groupes qu'on a vraiment un impact. Merci beaucoup, Mercedes, de de m'avoir rien. permis de reculer. Fait que la campagne cash, comme vous voyez, hein, on revendique la hausse du financement, l'ICFC et l'équité. Fait que pour faire du pouce sur ce que Mercedes vous a raconté justement sur la distribution dans les régions. Donc, la campagne cash, bien entendu, revendique un montant que vous avez probablement déjà vu passer puis qui vient dans les diapos suivantes, mais elle revendique surtout des moyens suffisants. Tu sais, peu importe quel montant ça veut dire chez les groupes, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent répondre oui à toutes ces questions.
Parce que réellement réaliser sa mission globale telle que sa communauté le demande, ça veut dire d'être capable d'embaucher des équipes suffisantes pour répondre aux demandes des gens et de réaliser le plan d'action tel qu'il a été adopté à l'Assemblée générale. Ça veut dire de favoriser la participation de ses membres, hein, si ça veut dire de fournir un compte Zoom ou de payer un billet de bus pour venir aux réunions de conseil d'administration. C'est ça, réaliser sa mission. C'est d'avoir des locaux adéquats pour réaliser ses activités, offrir des conditions de travail en cohérence avec les valeurs qu'on porte, hein, parce que nous travaillons pour contrer la pauvreté. C'est certainement pas en maintenant nos employés dans des situations précaires, dans des salaires qui garantissent pas facilement de payer ses loyers, son épicerie, toutes les obligations d'un être humain. C'est pour ça que la campagne Cash revendique vraiment du financement à la mission globale. C'est celui-là qui permet de répondre oui à tout ça. Et puis, comme Mercedes a dit tout à l'heure, hein, on est une gang nombreuse, les OCAS, on est au-dessus de 3000. Donc, quand on applique les seuils planchers qui illustrent en fait vraiment monétairement ce que ça veut dire répondre oui à toutes les questions qu'on vient de voir, ben, le PSOC, étant donné que nous avons des typologies, la table, on a fait l'exercice vraiment d'y aller par type de groupe. Quel est le minimum des équipes requises pour réaliser la mission? Par exemple, comme vous voyez ici, d'un groupe d'aide et entraide, on évalue quatre employés quatre postes à temps plein, excusez-moi. Donc, par équivalent temps plein, là, c'est la méthode qui est proposée aussi pour vous permettre d'illustrer vraiment vos besoins en phase avec la communauté, dans le sens où si vous avez deux postes différents à temps partiel, ça fait un poste à temps plein. Un équivalent temps plein, c'est ce qu'on veut dire. Donc, c'est sûr que les exemples, la colonne de droite, c'est très variable, c'est une proposition qu'on vous fait, mais selon les membres de la table, c'est vraiment un exercice qu'on a fait qui a pris du temps de consulter tout le monde pour voir, selon les typologies, quel est le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est à l'image vraiment des besoins du terrain en ce moment. Moi, par exemple, je suis sur le CA d'un organisme qui est catégorisé milieu de vie et soutien dans la communauté. On fait plus que 2 maisons de jeunes. On a 16 employés. Donc, la recommandation de 6 est une proposition, mais on se permet d'appliquer les seuils planchers plus largement, justement pour illustrer ce que notre communauté nous demande. Fait que le tableau bleu, ici, vous le voyez circuler. On le met à jour à chaque année, justement, selon les balises qui sont adoptées par l'ensemble du mouvement. Hein. C'est un travail qui a été commencé au RQAC et que nous avons poursuivi justement avec les typologies. Fait que, bien payer ses employés, avoir des employés suffisants et avoir les moyens de réaliser ses activités. Parce que je dis toujours, une fois qu'on a un employé bien payé en poste sur sa chaise, ben encore faut-il avoir les moyens de réaliser son mandat. Hein. Si c'est un travailleur de rue, par exemple, ben, il y en a des frais de rue, des frais d'activité, tout ça. Donc, les seuils planchers, ça inclut tout ça. Avant Bien entendu. a Oh, excuse-moi, oui. avant excuse-moi, avant de passer à la suivante, je voulais attirer votre attention sur le fait que, dans la colonne de gauche, ce ne sont pas exactement les typologies utilisées au PSOC, c'est celles que nous autres, on trouverait logique d'avoir. Par exemple, regroupements et autres organismes régionaux, hein, ça va toucher les CAP, heu regroupements et autres organismes provinciaux, ça, c'est un peu flou, là. Il y a pas exactement le ministère ne reconnaît pas exactement ça comme une typologie, mais vous êtes si vous êtes une organisation nationale de services, ben, ce qu'on a figuré ici, c'est un minimum, hein, c'est un plancher, qui serait un plancher, qu'on on se dit qu'en bas de ces montants-là, on se demande comment une organisation fait pour rouler, comme on dit. Est-ce que je passe à la suivante, Jacinthe? Oui, certain, parce que moi, je peux m'éterniser pendant longtemps sur ce tableau-là, vu que je crois, j'ai beaucoup de conviction dans ce qu'on revendique. Fait ici, on vous montre en fait comment on a procédé à notre calcul pour revendiquer 1,7 milliard de dollars de plus au PSOC Mission Globale pour tous les OCAS. Donc, le tableau bleu qu'on vient de voir, les seuils planchers, on a, à cause que la table, justement, fait des demandes d'accès à l'information, on sait combien de groupes sont classés dans chacune des typologies, avec bien entendu le petit replaçage selon les typologies sous-détaillées, dans le fond, que je Officielle. pourrais dire, là, justement, là, les provinciaux et tout ça. On a tout simplement fait un produit croisé, combien de groupes aidés entre aides, combien de milieux de vie selon les seuils planchers, et on a soustrait à cela les fameux 870 millions de dollars, en tout cas l'enveloppe totale de la mission globale.
Fait que là, ici, on a 2022-2023. J'aurais dû la mettre à jour, la planche. Elle le saura avant qu'on vous le partage, le PowerPoint. Non, en fait, elle est Je à vais... jour, elle est à jour parce qu'on a fait le Ah, calcul en c'est 23, vrai. en 24. Donc, il fallait qu'on prenne le chiffre de 22-23. On l'aura pas, comme vous l'avez vu dans vous allez le voir aussi dans une autre planche, là, les rehaussements qu'on a eus depuis ne sont pas suffisants pour nous justifier de refaire les calculs. 10 millions, ça paraît pas. Donc, on continue de viser 1,7. Notre calcul, on n'a pas besoin encore de mettre à jour notre calcul. Puis, comme je vous ai dit, à La 1,7 blague. milliard, c'est sur les seuils planchers, fait que sur les équipes minimales, on se doute que si demain matin, j'étais capable de téléphoner à chacun des 3000 et quelques organismes, puis que je leur demandais, toi, tu as besoin de combien d'employés? Je suis convaincue que notre calcul arriverait à beaucoup plus qu'1,7 milliard. Mais déjà, si on avait un rehaussement significatif à ce montant, on commencerait par remercier, je crois, hein? On aurait déjà un bout de chemin fait. Fait que comme vous voyez ici, hein, depuis son arrivée au pouvoir, là, la CAQ, on a pas reculé jusqu'à 2018, mais c'était aussi des montants, j'ai un peu le goût de dire insignifiants au Allez. début. Merci. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail à faire et la campagne cash a toute sa raison d'être, tout comme les autres campagnes qu'on a vues aussi. Euh, on le rappelle, hein, on se fait dire que c'est beaucoup d'argent dans le PSA, que la CAQ fait son effort. C'est même pas 1% du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est accordé au PSOC Mission Globale. Quand on sait tout le travail qui est mis, euh, je veux dire, ne serait-ce que la réforme du plan santé, le prix qu'elle coûte pour des changements administratifs qui n'apportent absolument pas de prévention aux problématiques que nous vivons en ce moment au niveau de la société. Fait qu'on fait juste voir que ça va être pelleté par en avant. Fait que c'est, selon nous, absolument illogique qu'on ne mette pas plus d'efforts justement dans la prévention et la prise en charge des communautés, dans le fond. Fait que, encore une fois, je pourrais m'éterniser longtemps, hein. Si vous avez le goût d'en entendre encore plus et de profiter de mon enthousiasme, la campagne cash, on fait des rassemblements à chaque automne, justement, en préparation de la période des formulaires du PSOC qui revient toujours en janvier, février. On va diffuser là, davantage justement les informations sur les seuils planchers qu'on aura mis à jour justement avec les nouvelles balises, dont le taux salarial de référence. Tout ça, là, dès le mois de septembre, je vais diffuser ça largement par infolette sur les réseaux sociaux, sur le site web La Table. Participez-y, invitez vos membres, vos conseils d'administration, tout le monde qui est curieux. On est là pour ça. Parce que, comme je vous dis, on y croit. Puis moi, je suis convaincue que si on se met à la gang pour rappeler au gouvernement que nous sommes son boss et non pas ses clients, comme on entend trop souvent ces temps-ci, ben, ça va forcer le mouvement. Et avant d'aller dans des informations sur l'indexation qu'on propose, je restais sur cette plage-là pour parler du dernier budget. Alors, l'année passée et cette année, dans le budget, le ministre Carman nous a dit qu'il n'avait pas été capable d'aller chercher plus que 10 millions de rehaussement pour l'enveloppe. Je vous rappelle que c'est 10 millions qui s'ajoutent au montant de l'année passée de 872 millions. Hein? C'est pas ça qui fait un grand avancement. Puis quand on divise ça à 3000 groupes, ben là, c'est 3000 pièces à peu près. Donc, évidemment, c'est pas un versement égal à tout le monde, mais ça montre que l'enveloppe, c'est un 10 millions sur un programme de 870 millions, ça fait pas de différence. Mais en plus de ne pas faire de différence suffisante, on s'est fait faire le coup l'année passée et le ministre Carman recommence cette année. Plutôt que de distribuer complètement le 10 millions en mission globale dans le PSOC, il s'en garde 1 million qu'il a distribué de manière discrétionnaire. L'année passée et cette année, il dit qu'il conserve ce 1 million-là pour répondre à des demandes de groupes qui seraient à risque de fermeture. C'est à peu près ces mots. Ben, on pourrait y en fournir une longue liste de groupes à risque de fermeture s'ils n'ont pas de rehaussement, hein? Alors, on ne sait pas comment il fait pour choisir ces groupes-là, mais l'année passée, il a fait des choix et euh, d'après ce que j'ai vu des documents qui ont été déposés au crédit, il y a vraiment seulement 9 millions qui ont été mis dans l'enveloppe mission globale. Donc, on a perdu 1 million.
parce que ce million-là n'a pas été récurrent. Cette année, il veut faire la même chose. On a fait un communiqué de presse hier, ou avant-hier, avant-hier, Voyons. avec entre autres des extraits de comment le ministre dit ça à l'étude des crédits. Et on s'objecte à ça parce qu'il y a déjà toute une mécanique. Tantôt, on a parlé des cadres normatifs, les cadres de gestion. Tout ça, c'est des mécaniques prévues pour administrer le PSOC, alors que en extrayant 1 million, puis peu importe le montant qu'il retirerait, c'est une administration parallèle. Alors, c'est du financement discrétionnaire. D'habitude, c'est des demandes que les ministres et les députés reçoivent directement et qu'ils versent et leur contribution vient de leur budget discrétionnaire. Ils ont un budget à part pour ça. Euh, et c'est de la gestion là, qui reste dans le bureau du ministre, pardon, là, ou du cabinet ou du député. Sauf que là, ce ne sera pas le cas. Euh, c'est les fonctionnaires de Santé Québec qui vont se retrouver à verser les chèques au nom en fonction de la liste d'organisations que le ministre aura choisies. Ça fait que ça demeure vraiment discrétionnaire et c'est très, très problématique. Donc, nous, on va continuer de suivre ça. L'année passée, on s'est objecté. On a cru qu'on avait gagné après une rencontre, mais on s'est rendu compte 2 mois plus tard il allait faire. En fait, on a cru qu'on avait gagné. On avait gagné parce qu'au début, l'année passée, il voulait distribuer le 10 millions au complet selon sa méthode à lui, qu'on n'a jamais vue. On a réussi à conserver 9 millions parce qu'il a concédé qu'il se gardait seulement 1 million pour faire à sa tête. Et là, il annonce déjà que ça va être sur à peu près cette proportion-là qui va être appliquée, mais on va continuer, on commence la bataille là-dessus. Alors, l'ICFC, l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, ça a été montré tout à l'heure dans une des revendications de la campagne cash. Euh, c'est une méthode qu'on a développée, puis ça, peut-être qu'on n'en a pas parlé dans les rencontres auxquelles vous avez assisté. On a travaillé avec le service de collectivité de l'UQAM et avec 2 professeurs, en fait, de l'école de gestion de l'UQAM, qui ont fait une grande analyse. Plus de 500 organisations ont envoyé leurs états financiers pour 2 années pour faire des statistiques à partir de quelle est la structure de coûts, comme ils disent, des groupes communautaires, parce que ça fait des années que la table, on dit que la manière d'indexer les subventions du PSOC n'est pas la bonne. La manière actuelle d'indexer les subventions du PSOC, c'est en fonction d'un calcul fait par des économistes du gouvernement, du ministère des Finances, en mélangeant l'indice des prix à la consommation de l'année passée avec l'indice des prix à la consommation estimé par les économistes pour l'année qui vient. L'indice des prix à la consommation, c'est bon pour un ménage, c'est bon pour une personne, c'est bon pour une prestation, pour indexer un salaire, mais pas pour indexer une subvention d'un employeur. Alors, on se retrouve à verser davantage, ça nous coûte davantage que ce qu'on reçoit d'indexation, parce que comme employeur, lorsqu'on indexe, par exemple, nous, les salaires, ben, les charges sociales s'ajoutent au coût de ça. Donc, on faisait des années qu'on disait, c'est pas la bonne méthode, il faut changer, il faut oublier l'IPC, l'indice des prix à la consommation, mais on s'est organisé pour faire une proposition. Donc, c'est ce qui a donné l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, ICFC, qui, en fonction de l'étude que les professeurs ont fait, ont montré que ben, pour avoir un indice intelligent pour pour une subvention de groupe communautaire, il fallait faire un calcul basé sur le fait que 2 tiers de nos coûts sont pour des ressources humaines, puis un autre tiers, c'est pour des biens et services. Et c'est un calcul qui intègre des statistiques et non pas des prévisions politiques et qui se base donc sur les statistiques de l'évolution du salaire hebdomadaire moyen et bien sûr un peu pour les prix à la consommation, puis ça c'est pour le petit tiers qui reste. Alors, on a fait le calcul pour 25-26 et ça nous donnerait, c'est ce qu'on revendique, une indexation de 3,6, alors que le ministère va nous verser 2% ou 2,25, là, c'est un peu flou ce temps-ci, là, mais grosso modo, ça va être 2%.
Et cet indice-là, il commence à être appliqué non seulement par les groupes en santé et services sociaux, mais par d'autres secteurs du mouvement communautaire, le regroupement des organismes de défense collective des droits, le réseau québécois de l'action communautaire autonome, à la dernière vague de dépôt de mémoire prébudgétaire, la table et ses regroupements membres en ont parlé, mais en plus, il y a 38 autres mémoires d'autres organisations qui ne sont pas membres, peut-être des vôtres, qui ont, dans leur mémoire prébudgétaire, dit qu'il fallait l'indexation selon les CFC, parce que notre modèle, il est bon, il serait bon pour tous les programmes de tous les ministères, pas seulement pour santé et services sociaux. Et donc, des exemples de mémoires prébudgétaires qui l'ont revendiqué, qui ne sont pas des membres de la table, et qui sont pas nécessaires. Certains sont liés au RQBACA, bien sûr, mais pas tous. C'est très varié parce que les programmes plusieurs programmes gouvernementaux n'indexent pas les subventions ou le font selon des critères arbitraires. 1% cette année, la ministre décide que ça va faire du sens. L'année prochaine, on n'en indexe pas. C'est ça qu'ils se font dire. Alors que nous, PSOC, on a une indexation depuis un bout, mais on dit qu'elle doit être améliorée et que les autres qui ne l'ont pas doivent, tant qu'à avoir une indexation, doivent l'avoir d'une manière. Bon, on va en avoir une bonne. Jacinthe, je te laisse terminer avec les dernières qui sont les prochains mois. Ouais, ben avant, en fait, je voulais juste terminer avec les CFC, que la table travaille très fort depuis qu'il est né pour le faire valoir, bien entendu, auprès du ministre responsable du PSOC pour qu'il soit appliqué au PSOC et aux subventions de mission globale du PSOC. Donc, M. Carman en entend en masse parler, mais aussi le ministre des Finances et la présidente du Conseil du Trésor qui ont aussi des rôles à jouer, là, justement, au travers les différents documents qu'on a vus plus tôt dans l'indexation. Puis, c'est quand même un argument, c'est une revendication qui est bien accueillie, je dirais, comme ça. Cette année, par exemple, on pouvait démontrer que entre ce qui a été calculé, ce qui a été proposé comme indexation au groupe et ce que nous revendiquions, ça faisait la différence de 7 millions. Fait que, tu sais, le prix d'une game de hockey des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec. Fait que quand vous entendez Mercedes dire que le gouvernement s'est payé une gâterie avec la game de hockey, c'est pas faux parce qu'elle aurait pu. C'est quand même une symbolique très forte hein, d'appliquer l'ICFC comme indexation, c'est de reconnaître justement ce que ça coûte de maintenir les activités des groupes. On parle pas de développer, on parle pas d'ouvrir plus longtemps ou de mieux payer son staff, on parle juste de maintenir sa capacité de paiement. Fait que l'ICFC, c'est très, très fort pour ça. Et de mettre de l'avant justement la différence de 7 millions, c'est quand même non, c'est pas, voyons, Pas négligeable. merci, non négligeable. Fait qu'hésitez pas aussi de vos côtés chez vos députés à en parler parce qu'il faut le faire connaître, cet indice-là. Il est tout nouveau, puis il faut qu'il sorte de sa chambre d'écho. Fait que 1,7 milliard de dollars revendiqués pour l'ensemble des groupes communautaires. Ben, chacun d'entre vous pouvez faire votre bout de revendication avec nous, hein, la campagne Cash. On mène l'action, on s'affirme justement en même temps que c'est les périodes de dépôt de formulaires en janvier et février. Donc, on vous invite chacun et chacune à faire une petite affichette comme ça pour votre groupe. Une fois que vous aurez calculé vos besoins de rehaussement en appliquant les recommandations des seuils planchers, donc les équipes en nombre raisonnable, des conditions de travail décentes et du budget pour faire ces activités comme prévu, on vous invite à faire une affichette pour faire connaître votre besoin de rehaussement parce que le formulaire s'envoie au ministère, bien entendu, mais pour qu'il soit connu au-delà des fonctionnaires, pour que le ministre soit pris devant la preuve des besoins immenses des groupes, ben on s'affirme qu'on se rend à lui. Vous voyez ici des photos de notre action à la mi-février, quand on avait tout près de 300 affichettes recueillies dans voyons, un cahier qui apparaît pas bien gros, sa photo du centre dans les mains de notre présidente Stéphanie. Mais c'est un beau cahier où on a regroupé justement par typologie les affichettes des groupes et on amène ce cahier-là à chaque caucus. Dans le fond, on en laisse une ou deux copies aux députés qu'on rencontre. Fait que là, vous voyez, en février, on a rencontré tous les partis politiques. Il me manque une photo avec Sylvain Lévesque. Malheureusement, je viens de me rendre compte. Là, il me manque une des rencontres sur l'image. Mais on a eu un beau succès. On a rencontré les 4 partis politiques des caucus des 4 partis. On a été accueillis par le caucus de Québec solidaire,
pour présenter nos revendications, pour justement leur rappeler que ben, si le député, si la communauté trouve que le député fait bien sa job, c'est en partie parce que les groupes communautaires sont capables de faire leurs activités, de réaliser leur mission. Donc, c'est leur responsabilité de s'assurer que les groupes de leur région ont ce qu'il faut. Fait qu'on a besoin de leur coup de pouce pour mettre de la pression sur le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'en faisant votre affichette, en l'envoyant aux députés de la région, en la faisant circuler sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on tape sur le clou de tous les bords, tous les côtés, puis qu'on met la pression là où on a besoin de se faire le plus entendre, parce que M. Carman, aussi sympathique puisse-t-il être, il semble assez impassible aux besoins de la population ces temps-ci, puis c'est profondément frustrant de l'entendre se vanter de donner 9 millions de dollars à la mission globale de 3 000 organismes, alors que presque toute l'étude des crédits a porté sur l'itinérance. Fait qu'ils ne se rendent pas compte que c'est par la mission globale de tous les groupes qui prévient réellement l'amplification des besoins en itinérance. Il y a Autre quelque chose qui, chose, ouais. c'est ça, il y a quelque chose qui se rattache pas quelque part que je ne comprends pas. Fait qu'on a vraiment besoin de la force du nombre. On a besoin que nous, citoyennes et citoyens, réclamons de notre gouvernement une meilleure réponse aux besoins sociaux, dont par la campagne Cash et toutes les autres. Et c'est pour ça aussi que Cash et la table, on est solidaires de toutes les autres campagnes que le mouvement communautaire porte, vous allez je veux pas dire que vous allez nous trouver achalantes, mais on va vous partager souvent des informations, des invitations à appuyer ces campagnes-là aussi. Et là, ben, c'est ça, hein, les élections s'en viennent, fait qu'on va vous inviter de plus en plus souvent à prendre la rue, possiblement, ou du moins à prendre la plume pour vous exprimer. Puis, n'hésitez pas à chaque fois à partager ça à vos membres parce que, tu sais, le groupe, c'est un, mais c'est ces membres qui ont le crayon dans les mains quand on va aux élections, puis qui ont un pouvoir face aux élus. Fait que, n'hésitez pas à le mettre à profit, là, ce pouvoir citoyen-là. Alors, quand Jacinthe parle on va être achalante, c'est que vous recevez de nous des courriels quand même pas C'est souvent. on se retient vraiment, là, OK? Pour pas être trop achalante en nombre, mais il y a beaucoup de contenu dans nos messages. Souvent, il y a des messages selon la saison. Il y a des messages qui sont spécifiques à la campagne La Coche et les Ocas, qui vont l'être plutôt. Il y a des messages spécifiques selon la saison, ça c'est vrai, pour la campagne cash, mais autrement, souvent, il y a des informations plus sur ce qui se passe au niveau du ministère, ce qui se passe à Santé Québec, ce qui se passe au niveau d'autres projets de loi qui nous préoccupent et qui ont des impacts sur l'autonomie des groupes. Dans un des derniers messages, on a référé au projet de loi 84 qui est pas encore adopté. On n'a pas référé à ça, Jacinthe? On n'y a pas Oui, référé? je suis encore, On, voyons, 84, c'est lequel déjà? le 84, c'est... Oups, j'ai Non, accroché mon micro. ça fonctionne. On tape encore. Oui, le projet de loi 84, c'est sur la politique d'intégration nationale. Alors, on surveille des projets de loi qui ne portent pas, à prime abord, sur le communautaire. Mais, et on essaie de pas en échapper, mais je vous le dis là, c'est de l'ouvrage, c'est difficile parce qu'il y a des projets de loi qui, s'appliquent, en premier lieu aux institutions du réseau, au personnel, aux fonctionnaires, mais qui, par des règles, finissent par s'appliquer aux organisations qui reçoivent du financement gouvernemental. C'est le cas du projet de loi 84 qui vise à ce qui s'appelle le projet de loi sur l'intégration nationale, qui amènera une politique, parce que dans le projet de loi, elle n'est pas écrite, la politique, une politique qui va parler du partage d'une langue commune, du partage d'une culture commune, des idées en tant que telles, des bonnes idées en tant que telles, sauf que euh, le projet de loi actuellement fait en sorte qu'il s'appliquerait à toute organisation qui reçoit un financement sous peu importe la forme du gouvernement, d'un ministère, d'une municipalité, qui que ce soit. Donc, une organisation qui n'est pas financée du tout par le gouvernement n'aurait pas à suivre ça. Puis nous, parce qu'on l'est, on aurait à suivre des règles qui n'ont pas été conçues pour nous, mais qui ont été conçues pour, pour l'État, pour la fonction publique. Donc, c'est problématique parce que c'est par toutes sortes
des petites c'est pas petit cette histoire-là, mais toutes sortes de détails qui font en sorte que, ben, on est associé, on l'État fait comme si on lui appartenait. Ben, la défense de l'autonomie, c'est à tout bout de champ de dire: «Non, non, tu as beau avoir tes bonnes idées pour ton personnel, pour ton on n'en fait pas partie. Alors on doit être considéré à part». Donc c'est donc on est et c'est vraiment pas uniquement sur le financement, parce que le financement sert à l'autonomie. Alors, on vous a mis beaucoup, beaucoup d'infos, Jacinthe, si tu peux glisser dans la conversation le fichier PowerPoint, et en PDF, pour, votre usage et pour peut-être pour, des membres de vos conseils d'administration ou de vos équipes de travail. Et alors, avez-vous des questions, des commentaires, des interrogations, peu importe?